Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures en temps universel. Le journal Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue. Les titres. À Tombouctou, des dizaines de maisons effondrées, des dégâts importants face à l'urgence. Le gouvernement a dépêché hier une mission conduite par le ministre de la Santé et du Développement social. La délégation a constaté l'ampleur des dégâts et apporté assistance. Le Burkina Faso n'a plus de Premier ministre. Un décret présidentiel a mis fin hier dans la soirée aux fonctions de Apollinaire Joachim Kilem de Tambela. Et puis les Ghanéens sont appelés aux urnes depuis quelques heures pour les élections législatives et présidentielles. Plus de 18 millions d'électeurs doivent élire un président sur 12 candidats. À suivre enfin la page des sports avec Fabrice Douté. Les deux représentants du Mali comme compétition africaine des clubs jouent ce week-end. Nous parlerons également de la troisième journée de la Ligue 1 professionnelle qui prend fin aujourd'hui avec 2 matchs. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a rencontré au centre de formation des collectivités territoriales les partis politiques. Objectif de la rencontre, solliciter leur appui et accompagnement, faire le point de la révision des listes électorales et les réformes politiques et institutionnelles. On fait le point avec Mamadi Kone et Aliou Touré. Après une période d'interruption revoilant le cadre de concertation nationale, le gouvernement, partis politiques, au bonheur des deux partis. La rencontre est couplée à la prise de contact avec les partis politiques. Le général de division Abdoulaye Maïga est venu solliciter le soutien et l'accompagnement de la classe politique. Au centre des échanges, le point sur la révision annuelle des listes électorales et les réformes politiques et institutionnelles. Le Premier ministre a salué la présence massive des partis politiques à cette rencontre avant d'évoquer les 8 axes de la lettre de cadrage adressée au gouvernement. Parmi les points, il faut souligner la création de conditions en vue d'élections transparentes et apaisées qui mettront fin à la transition. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. La réalisation de ce dernier point requiert une concertation de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral, d'autant plus que le chef de l'État a fait de l'inclusivité un principe d'action dans la conduite des réformes pendant la transition. Pour reprendre sa phrase, je cite, « C'est ensemble que nous ferons le Mali croît ». Je voudrais vous rassurer que les principes de ce cadre de concertation seront maintenus et respectés, à savoir l'inclusivité, la co-construction et la transparence. Dans notre mission, l'union sacrée est un prérequis. Nous comptons sur vous. La division et la haine ne profitent qu'à nos ennemis. Exposé du directeur régional de l'administration du territoire, Abdoul Salam Diepkele, il ressort que la révision annuelle des listes électorales se passe bien. Elle a permis d'inscrire 58 906 nouveaux électeurs, de faire le transfert de 56 283 et d'éradier 37 833. De nos jours, le nombre d'électeurs s'élève à 8 472 439. La particularité de la révision des listes électorales de 2024 est qu'elle se tient sur la base de la réorganisation territoriale et administrative intervenue en 2023. On peut donc affirmer qu'à l'issue de la révision annuelle des listes électorales de 2024, l'ensemble des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales disposeront de leurs listes électorales sur la base de la configuration administrative actuelle. En matière de réformes politiques et institutionnelles, le conférencier note la nouvelle loi fondamentale, la création de l'autorité indépendante de gestion des élections, la digitalisation des moyens de paiement dans les services publics, le parachèvement du processus de réorganisation territoriale, l'institution de la carte d'identité nationale biométrique sécurisée, entre autres. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Comme vous le savez, entre autres objectifs assignés à la transition, figure également la conduite des réformes politiques et institutionnelles pour sortir notre pays des crises politiques et sécuritaires cycliques qu'il connaît depuis plusieurs années. Et ceci est conforme à la vision du chef de l'État, qui est la suivante: mener des réformes clés avant d'organiser des élections. Orientation conforme aux attentes du peuple à l'issue des assises nationales de la refondation. Il est utile de rappeler que les réformes sont des piliers majeurs pour la stabilité et la paix durable dans notre pays,
tenant compte des aspirations réelles des populations, elle propose des solutions à long terme adaptées pour une bonne gouvernance. Les responsables des partis politiques ont salué la nomination du général de division Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre avant de lui exprimer leur soutien et leur accompagnement. Ils ont aussi salué la volonté de décrispation du climat politique. En retour, le chef du gouvernement a invité l'ensemble des acteurs à faire l'union sacrée et d'être résilients face aux défis. L'autre sort mamelle donc de la transition, c'est bien le Conseil national de transition. Les membres ont adopté ce jeudi dans l'après-midi 5 projets de loi proposés par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Ces projets de loi sont des projets de loi organiques fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême et de la Cour des comptes, entre autres. On fait le point avec Mamadou Fani. La Constitution de 2023 apporte beaucoup d'innovations à la Cour constitutionnelle, tant au niveau de sa composition que de sa compétence. Il était donc apparu nécessaire de prendre en charge les insuffisances dans l'actuelle loi organique régissant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour, d'où l'adoption de ces nouveaux textes de loi fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour ainsi que la procédure de suivi devant elle. La loi a été adoptée après amendement à l'unanimité des 131 membres du CNT présents dans la salle. Souleymane D, président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, de la justice, des droits de l'homme et des institutions de la République. Le Mali a basculé dans la 4e République avec une nouvelle constitution. Et l'effectivité de cette constitution recommande nécessairement l'adoption d'un certain nombre de textes organiques, ne serait-ce que les textes organiques déjà pour les institutions et par rapport à toute autre disposition renvoyée à une loi organique, notamment la question de l'article 153 sur l'exception d'inconstitutionnalité, la question bien sûr des langues et autres. La deuxième loi adoptée par les membres du CNT est celle relative à la loi organique déterminant les modalités d'application de l'article 153 de la Constitution. Cette loi a été votée par 128 membres du CNT, 0 pour et 0 abstention. Tous ces textes que nous adoptons sont des recommandations fortes des Assises nationales de la refondation. C'est le cas de l'exception d'inconstitutionnalité qui est aujourd'hui garantie essentielle des droits et libertés des citoyens maliens. Depuis maintenant cette nouvelle constitution qui institue l'exception d'inconstitutionnalité, tous les citoyens désormais peuvent bien sûr saisir la Cour constitutionnelle par le biais d'un procès. Autre loi soumise à l'approbation des membres du CNT est la loi organique fixant les attributions, l'organisation, les règles de fonctionnement ainsi que la procédure de suivi de la Cour suprême et de la Cour des comptes. Ces deux lois ont été approuvées respectivement à l'unanimité par 129 et 133 voix. Nous avons souhaité adopter cette loi pour deux raisons fondamentales. Parce que la loi organique de la Cour constitutionnelle du Mali est une loi organique qui date de 1997. Et si elle doit contrôler la constitutionnalité des lois sur la base de cette loi organique de 1997 qui est adossée à la Constitution du 25 février 1992, le travail allait être biaisé et quasiment même impossible. L'adoption de ces deux textes à la majorité absolue, comme l'exige la Constitution, permettra de conforter les institutions judiciaires de la République. Mamadou Kassogé, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Ces textes constituent vraiment des outils juridiques majeurs dans l'ordonnancement juridique de notre pays, en ce sens que la Cour suprême, la Cour constitutionnelle et la Cour des comptes jouent un rôle clé dans la conduite des affaires judiciaires. La dernière loi votée est la loi organique fixant le nombre des membres du gouvernement. Cette loi a été votée par 129 pour, 0 contre et 0 abstention. Je vous le disais dans les titres, suite aux inondations causées par la montée des eaux du fleuve Niger ayant affecté plus de 400 ménages en région de Tombouctou, les autorités ont dépêché une mission composée de ministres, ambassadeurs et responsables humanitaires pour constater l'ampleur des dégâts. Cette visite a permis à la délégation de mesurer les dégâts et exprimer la solidarité du gouvernement aux victimes qui ont tout perdu. Le cas le plus récent remonte au mardi 3 décembre où 54 maisons sont submergées à Tombouctou-Ville dans le secteur de Kolo à Djingarebe. Le point avec Najim Babasisi. C'est une forte délégation composée du ministre de la Santé et du Développement social et le commissaire à la sécurité alimentaire, ainsi que des ambassadeurs et partenaires étrangers,
venus exprimer leur compassion et solidarité aux victimes des inondations survenues à Tombouctou dans le secteur Kolo, dans le quartier Djingarayber. La délégation se rendit sur le site pour constater les faits et saluer la résilience des habitants de Kolo. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Plus de 54 maisons qui ont été effondrées et ça continue, l'eau continue à monter. Ils ont fait des digues de fortune, ça continue et nous, on verra ce qu'on pourra faire. Et les remercier, les féliciter pour la résilience et pour la solidarité dont eux-mêmes ont fait preuve avant que les autorités n'arrivent. Ces sinistres occasionnés par la montée des eaux du fleuve Niger, faut-il le rappeler, a causé l'inondation d'une 50aine de maisons. Un bilan évolutif malgré les réponses préliminaires des autorités régionales et leurs partenaires humanitaires. Sidi Ahmed Adjabekoy, coordinateur régional au Tchad Tombouctou. La communauté humanitaire a organisé d'abord des évaluations, mais aussi a mobilisé des réponses. Aujourd'hui, nous sommes à 1,93 milliard qui ont été mobilisés pour faire face aux inondations dans la région de Tombouctou. Et les évaluations sont en cours actuellement. Nous attendons juste le résultat de ces évaluations pour apporter la réponse aux populations sinistrées en fonction des besoins qui ont été identifiés. Mais déjà, nous n'avons pas attendu que les résultats de l'évaluation soient disponibles. Il y a déjà des assistances qui sont faites, il y a des consultations médicales qui ont été engagées auprès des communautés et aussi des assistances en matière de médicaments qui ont été accordées. Auparavant, la délégation avait rendu une visite de courtoisie à la notabilité, sollicité leur accompagnement pour la réussite des grands chantiers de la nation. Tombouctou Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly pour l'ORTM. AES Actualité. Et nous partons à Difa au Niger avec l'ouverture hier des travaux d'une consultation régionale sur la stratégie nationale de désarmement, démobilisation et réintégration des personnes associées aux groupes armés non étatiques au Niger. On fait le point avec Abdraman Boukari. Assurer une large mobilisation des uns et des autres autour de la stratégie nationale de désarmement, démobilisation et de réintégration pour la reddition. Tel est donc l'objectif assigné à ces consultations régionales organisées par le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Une initiative soutenue par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, qui a d'ailleurs lancé un appel à la reddition des ex-combattants des groupes armés non étatiques afin qu'ils viennent apporter leur contribution à la paix et à l'élan de construction nationale. Pour mieux prendre en charge la resocialisation des ex-combattants, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire s'est engagé dans l'élaboration d'une stratégie nationale holistique en matière de désarmement, de démobilisation, de réintégration et de prise en charge de la reddition. Le processus de cette élaboration ne serait complet et conséquent s'il ne prend en compte les spécificités de chaque région. C'est à ce titre que se tienne le présent atelier à Difa afin de recueillir les préoccupations, les perceptions et les contributions pour l'élaboration du document final. Pour le secrétaire régional de la région de Difa, M. Attahir Mohamed Medouka, la tenue de cette rencontre dénote une fois de plus de la détermination de l'État à faire de la démobilisation des groupes armés non étatiques une véritable réalité au Niger. Le Niger est à l'heure de la démobilisation des groupes armés non étatiques avec les multiples défections qui sont enregistrées souvent au sein de leur rang. C'est un succès indéniable pour notre pays. Cela prouve qu'on peut gagner des guerres sans tirer un seul coup de feu. C'est ce qui justifie l'importance de nos assises ce matin. L'objectif principal des consultations qui nous réunit aujourd'hui est de faciliter la collecte des données approfondies afin de combler les lacunes des connaissances existantes et de dresser un diagnostic complet dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de désarmement, de mobilisation, de réintégration et de prise en charge de la reddition SNDDR. Pour finir, le secrétaire régional de la région de Difa a invité l'ensemble des participants à ces consultations régionales à une analyse approfondie des différents documents qui seront soumis à leur appréciation afin de faire de cette rencontre de Difa une véritable réussite.
Ouagadougou abrite la 13e édition du Africa Postal Forum pour un partage d'expériences entre pays africains sur les innovations dans le secteur des postes. Près de 200 participants prennent part à ce forum organisé par One Africa et la Poste Burkina Faso. Retour sur la seconde ouverture depuis Ouagadougou avec Albéric Bachono. La présente édition de Africa Postal Forum qui se tient au Burkina se penche sur les défis liés à la transformation du secteur postal africain. 3 jours durant, des experts du secteur postal africain vont aborder des thématiques liées à la transformation digitale et son rôle dans le développement de ce secteur. La directrice de One Africa, Ina Siki. Nous sommes ici durant 3 jours entre experts, directeurs généraux de poste, ministères en charge du secteur postal pour échanger, partager des expériences, s'enrichir entre les expériences de nos pays africains et sortir avec des conclusions et j'espère des résolutions et des partenariats qui vont accompagner le développement du secteur postal en Afrique. Pour un développement de ce secteur, la présente édition 13e du genre se penche sur les leviers d'une industrie postale réinventée. Ce secteur, durement éprouvé par l'avènement du numérique, est resté résilient selon la ministre en charge des postes et des communications électroniques, Aminata Zerbo Sabané. À l'issue de cette 13e édition, nous attendons des conclusions, de pistes pour justement réussir cette réinvention de la poste afin qu'elle puisse continuer à jouer ce rôle important dans le développement socio-économique de nos pays. Et nous sommes ravis que Ouagadougou accueille cette importante plateforme. Nous sommes également ravis de la forte participation de tous les acteurs postaux du continent et bien au-delà. Près de 200 participants de 25 pays d'Afrique prennent part à ce rendez-vous annuel de tous les acteurs de développement des services postaux africains. Nous restons au Burkina Faso. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a dissous hier le gouvernement. Un gouvernement dirigé depuis le 21 octobre 2022 par Apollinaire Joachimson Kilem de Tambela. L'annonce a été faite hier par le secrétaire général du gouvernement, Mathias Traoré, dans un communiqué lu à la télévision nationale. Aucune raison n'a pour le moment été évoquée pour la dissolution du gouvernement. Au Tchad, des centaines de personnes ont pris part hier d'assaut les rues de la capitale pour exprimer leur soutien à l'annonce de la rupture des accords militaires avec la France. Ce soutien intervient donc une semaine après l'annonce de l'abrogation d'un accord de coopération militaire avec la France par le président Mahamat Idriss Déby. Cette abrogation permet de redéfinir les partenariats stratégiques en fonction des priorités nationales. Au Ghana, 18,8 millions d'électeurs sont appelés aujourd'hui aux urnes pour les élections présidentielles et législatives. À la présidentielle, 12 candidats sont en liste pour le fauteuil présidentiel. Parmi eux, 2 candidats sont classés favoris selon les observateurs. Il s'agit de l'ancien président John Dramani Mahama, candidat du Congrès national démocratique, et le vice-président Mahamoudou Bouamia, candidat du parti au pouvoir. Le sport, c'est tout de suite. Oui, il est là en complicité. Famour Djourté, bonjour. Bonjour Mohamed Jara, bonjour à tous. On parle football démarré hier vendredi. La 3e journée de la Ligue 1 professionnelle prend fin cet après-midi avec 2 matchs. Lesquels? Les 2 matchs de ce samedi se jouent en même temps à 16h GMT au stade Salif Keita Domingo de Kati. Étoile du Manding reçoit l'USFAS au stade Mamadou Konaté. À l'AS Real de Bamako affronte 11 cratères de Nyarela. En ouverture de cette 3e journée de la Ligue 1 professionnelle du Mali, ce vendredi, l'US Bougouba avait un objectif clair, gagner pour s'offrir la place de leader en attendant les matchs de ses concurrents directs. En déplacement sur la pelouse du stade Mamadou Konaté face à l'AS Police, les Verts et Blancs se sont imposés 2-0 avec un but dans chaque période. Grâce à ce succès, l'US Bougouba vire provisoirement en tête du classement avec 7 points. De son côté, l'AS Korofina s'est contenté de faire le service minimum pour s'offrir sa première victoire de la saison. Face au FC Diara, les Oranges sortent victorieux avec l'unique but marqué à la 26e minute. Ce premier succès permet à l'AS Korofina de monter provisoirement à la 7e place. La dernière affiche du jour s'est soldée par un score nul 0-0 entre Binga FC et l'US Bougouni. Les matchs Afrique Football Elite Stade Malien de Bamako et Djoluba AC contre AS Bakarijan de Baraouli sont reportés en raison de la 2e journée
des matchs de groupe des compétitions interclubs de la CAF, le Djoulouba C engagé en Ligue des Champions et le Stade Malien en Coupe CAF. Justement, compétition africaine des clubs, la deuxième journée des matchs de groupe se joue ce week-end. Oui, en Ligue des Champions, le Djoulouba C accueille dimanche Pyramids FC d'Égypte dans le groupe D. Ce sera au stade du 26 mars à partir de 16h. Compte tenu de l'importance de ce match, les Rouges, dans la logique de se relancer après une première sortie ratée, veulent tout donner pour ne pas se compromettre prématurément. Et il rassure que les enseignements de la première journée ont été tirés, des enseignements lors de la première journée tirés, et décident de tout mettre en œuvre pour se faire honneur et faire plaisir au public sportif. Avant leur confrontation dimanche, le Djoulouba C et Pyramids FC connaissent déjà le résultat de l'autre match de leur groupe. Sagrada Esperança d'Angola est parvenu à accrocher l'Espérance de Tunis 0-0. C'était ce vendredi en ouverture de la deuxième journée. En Coupe CAF, le Stade Malien de Bamako est en Angola pour son deuxième match. Dimanche 8 décembre 2024, les Blancs de Bamako affrontent CD Lundasoul d'Angola, autre club novice dans la compétition, dans le groupe B, avec Stellenbosch que le Stade Malien a battu 2-0 lors de la première journée. Pour finir, la finale de la CAN féminine 2024 de handball oppose ce samedi le Sénégal à l'Angola. Oui, les Angolaises sont encore en finale. Les tenantes du titre ont battu l'Égypte 36-22 en demi-finale. Le Sénégal, qui attendait ce match pour connaître son adversaire en finale, après avoir éliminé la Tunisie en demi-finale 26-18, est maintenant fixé sur son concurrent pour le titre de cette 26e édition de la CAN senior féminine de handball. La finale se disputera ce samedi 7 décembre 2024 au gymnase du Stade des Martyrs de Kinshasa, en République démocratique du Congo. L'Angola, 15 fois championne d'Afrique, vise le titre continental une 13e fois lors des 14 dernières éditions et un 5e titre consécutif. De son côté, le Sénégal va jouer sa première finale et aura l'occasion de décrocher pour la première fois le titre. La finale entre le Sénégal et l'Angola se joue à 22h. Auparavant, le match pour la 3e place oppose la Tunisie à l'Égypte à 20h. Oui, c'était donc le résumé de l'actualité des sports avec Famourou Djourtich. À 9h passées de 22 minutes sur FM, ce journal présenté par Mohamed Diarra avec le concours de Alma Ouattara à la mise en onde. Coordination éditoriale Ousmane Dao, réalisation Adam Maïga, la mise en ligne est assurée par Badji Touré. Passez d'excellents moments en compagnie d'un programme de Radio Mali. Au revoir.